Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Surtout l'émission des femmes qui savent agir en faveur d'un plus grand nombre. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Carole Poirier. Carole Poirier, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes députée de Hochelaga-Maisonneuve. Officiellement aussi, vous êtes leader officiel de l'opposition, ou comment est-ce qu'on dit? Leader de l'opposition officielle. Voilà. Tout à fait. Très bien. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de cette belle invitation. Je suis très heureuse. En tout cas, on va passer un très bon moment ensemble parce qu'on a les mêmes prénoms déjà, donc on a déjà? Un point de... Alors, c'est le Carole Power ce matin. C'est ça. Alors, avec toutes les casquettes que vous avez, parce que ça fait longtemps que vous êtes dans le monde politique, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais malgré ça, vous faites partie des pionnières, vous avez contribué à, en tout cas, défricher, on va dire, un peu le terrain pour toutes celles qui viennent d'arriver et qui vont venir aussi. Oui. Donc, avec toutes ces casquettes et toutes ces expériences, pour Carole Poirier, qu'est-ce que c'est le mot pouvoir? Le mot pouvoir, c'est finalement, et je ne le féminiserai pas, je vais le prendre comme il est, comme le mot pouvoir, c'est la chance pour moi de mettre à profit son expérience, ses valeurs et de faire partager collectivement ce bagage que l'on a et d'aller chercher l'adhésion des autres, parce qu'il n'y a pas de pouvoir sans l'adhésion des autres. Alors, pour moi, c'est cette belle combinaison de nos valeurs, de ce que l'on est, et de faire partager avec les autres ce pourquoi on veut se battre, ce qu'on défend, et d'aller chercher finalement une adhésion beaucoup plus large pour une cause quelconque. Très bien. Et j'imagine que cette volonté de rassembler ne peut pas se dissocier dans votre vie personnelle et professionnelle, parce qu'en fait vous êtes une, ou alors vous arrivez à le séparer. Moi, j'ai toujours séparé ma vie personnelle de ma vie professionnelle. Très bien. Je vais vous avouer franchement que j'ai pas beaucoup de vie personnelle. Il m'en reste pas beaucoup. J'ai aussi décidé personnellement, il y a plusieurs années, de me consacrer beaucoup à la politique, presque exclusivement. Je suis une grand-mère, je suis une mère, et j'ai décidé que comme femme politique, je m'investirais dans ce parcours-là comme députée et de mettre à contribution toute mon énergie pour les citoyens de Hochelaga-Maisonneuve, pour les citoyens et les citoyennes du Québec. Et comment arrive-t-on à gérer justement sa vie personnelle et professionnelle quand on est aussi engagé? C'est des choix. C'est des choix que l'on fait, des choix d'horaire dans un premier temps, parce qu'il faut un peu segmenter nos horaires. Moi, j'avais pris comme engagement, il y a 10 ans, parce que ça va faire 10 ans bientôt, je suis députée, que le dimanche, je ne prenais pas d'engagement. Bon, est-ce que je tiens parole? Non, c'est pas vrai. Mais j'essaie vraiment de consacrer le dimanche pour le souper familial. J'ai une profonde conviction que la famille est un ancrage extraordinaire et pour des politiciens, ça nous ramène sur la terre aussi de temps en temps. Alors, le souper familial est un moment d'échange où on met la politique dehors, où l'on partage ensemble avec les enfants, les petits-enfants, mon papa et récemment avec ma maman aussi. Mais pour moi, c'est important. Moi, je suis fille unique, alors j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Alors ma famille, c'est mes enfants. Alors c'est important de les avoir autour de la table, qu'un bon repas, une bonne bouteille de vin. On est relax, ça fait du bien. Très bien. Est-ce que vous diriez que dans votre exercice du pouvoir, vous avez constaté qu'il y avait une différence entre les hommes et les femmes? Je pense que les hommes et les femmes ne font pas de la politique de la même façon. Est-ce qu'on le fait pour les mêmes choses? Oui. D'accord. Je pense que il n'y a personne qui vient en politique pour des mauvaises raisons. Je pense qu'on y va tous pour des bonnes raisons. On veut tous changer le monde. On a tous la même réponse. On y va pour changer le monde. On a des objectifs de faire en sorte que la vie soit meilleure pour tous. Est-ce qu'on a les mêmes façons de faire? Non. Comme entre femmes, nous n'avons pas les mêmes façons de faire, et comme entre hommes, ils n'ont pas la même façon de faire. Alors, je pense que c'est ça la politique qui est beau, c'est que chacun a sa couleur,
sa personnalité, ses façons de faire, ses valeurs. Et c'est ce collectif qui est important. Est-ce que vous avez eu l'occasion de partager ces expériences ou ces réflexions avec d'autres femmes politiques, par exemple? Oui, beaucoup. J'ai beaucoup participé au groupe Femmes, le groupe Femmes, Politique et Démocratie, qui est un mouvement important pour amener les jeunes femmes, particulièrement, dans un cadre d'éducation, d'enseignement et surtout de leur donner un peu le challenge de dire, bien, si toi, tu étais en politique, qu'est-ce que tu ferais? Alors, moi, j'ai participé à plusieurs ateliers, conférences avec le groupe. J'ai beaucoup aimé rencontrer ces jeunes femmes. Et dernièrement, on a voté une loi à l'Assemblée nationale que j'avais proposée, qui est une loi pour permettre le congé de maternité aux élus municipaux. Et on me dit que ça a été un incitatif pour les jeunes femmes à la dernière élection municipale de s'enrôler au niveau municipal. Alors, ça, c'est une réalisation concrète de femmes. Et ça, c'est une réflexion que seulement une femme a pu penser à ça, ou est-ce que c'est quelque chose que... La volonté, la réflexion, c'est deux choses. Moi, j'avais vu cette situation-là d'une femme qui avait été presque menacée d'être expulsée de son siège de conseillère municipale parce qu'elle devait s'absenter à cause de la grossesse. Et il y a une règle un peu folle qui disait, après 3 absences, vous êtes exclu. Mais si vous avez des problèmes à la fin de votre grossesse, bon, vous accouchez, vous continuez, bien, ça se peut que vous ne puissiez pas assister à 3 réunions du conseil. Alors, je trouvais ça complètement ridicule. Nous avons une loi au Québec qui est 18 semaines de congé de maternité pour l'ensemble des femmes, sauf les élus. Alors, ben, je dis, au moins, réglons le problème des élus municipaux, puisqu'il y avait vraiment un obstacle. Nous n'avons pas ce genre d'obstacle-là à l'Assemblée nationale. Alors, réglons cela. Et le ministre des Affaires municipales a accepté... bon, le gouvernement n'a pas accepté d'appeler ma loi, mais ils ont accepté d'amender une loi du gouvernement pour inclure ce que je voulais dedans. Alors, moi, les paternités, les maternités, ça ne m'intéresse pas dans les lois. C'est les résultats. Et là, aujourd'hui, les femmes au municipal et les papas aussi, parce que c'était une loi qui n'était pas... il n'y avait pas de genre dans ma loi. Alors, lorsqu'on devient parent, on a droit à 18 semaines de congé parental pour les deux, que ce soit l'homme ou la femme qui soit conseiller municipal. Ah ben, très bien, bravo. Mais il faut faire avancer les choses et le Québec est très en avance sur plusieurs modèles que nous avons. Tout à fait. Mais il faut élargir aux élus. On a toujours l'impression qu'il faut le faire pour les autres, nous les élus, et pas nécessairement le faire pour nous. Nous, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de congé de maternité pour les femmes qui accouchent. Et on le voit, on a des jeunes femmes qui arrivent en politique, qui ont des bébés. Pauline Marois a été nommée ministre et elle a accouché le lendemain dans les années 80 et elle était autour de la table du Conseil des ministres dans les semaines qui ont suivi. Il n'y avait pas de moment de personnel en tant que tel avec l'enfant. Je trouve ça totalement inhumain. Et je pense que pour les papas, c'est la même chose. Tout à fait. On est des parents aussi, pas juste des politiciens. C'est ça. Et ça nous rend plus humains. Je suis tout à fait d'accord. Quelle stratégie les femmes devraient justement mettre en place pour accéder dans ces instances de décision qui sont quand même des bastions bien gardés où il y a déjà en tout cas, des aménagements qui ne favorisent pas? Qu'est-ce qu'elles pourraient faire? Écoutez, moi, je pense que ce n'est pas les aménagements qui ne favorisent pas, c'est la volonté des femmes. D'accord. Et on a peur. On a peur de tout. Alors, on a peur de ne pas être assez bonne. Ça, c'est féminin, là. Il n'y a rien à faire. On veut être parfaite dans tout. On veut toujours être parfaite dans tout. Alors, mais il faut oublier ça. On n'est pas parfaite dans tout. On va faire des erreurs, comme on en fait dans d'autres milieux de travail. Et il faut avoir le courage de ses idées. Moi, je dis, si tes valeurs sont assez ancrées en toi que tu veux les défendre, la politique, c'est le meilleur endroit. Choisis le parti qui répond à tes aspirations. Va lire les plateformes de tous les partis. C'est important. Les plateformes politiques des partis, c'est très important avant de t'engager. Parce que des fois, c'est peut-être pas toutes tes valeurs qui sont représentées dans les plateformes des partis. Va voir les déclarations des collègues que tu vas côtoyer dorénavant et fais un choix en fonction de tes valeurs.
Et là, tu feras ton cheminement politique, tu pourras te présenter, devenir candidate. Il faut un réseau quand on est en politique. Il faut des gens autour de nous. Alors, crée un réseau autour de toi. Des mentors? Des mentors, mais surtout des gens qui vont venir faire du bénévolat à tes côtés, parce qu'on n'arrive pas en politique comme ça, en cliquant ciseaux, là. Alors, il faut avoir du réseau. Et ça, souvent, c'est ce qui manque aux femmes, le réseautage, et même en affaires, c'est la même chose. Il faut un réseau, il faut des gens qui Les moyens vous tiennent. financiers aussi? Ça n'existe pas au Québec. Moi, je n'y crois pas, c'est pas vrai. On peut faire de la politique avec très, très peu de moyens, très peu. Moi, je ne suis pas quelqu'un dans la vie qui avait des moyens. Je n'avais pas des milliers de dollars à la banque, bien au contraire. Et au Québec, les règles sont des règles pour donner accès à tous. La démocratie ne doit pas avoir un prix. Ça, pour moi, c'est une règle. Et actuellement, les gens, les nouvelles règles font en sorte que les gens ne peuvent pas donner plus que 100 dollars à un parti politique. Alors, il faut ramasser des sous. Effectivement, ça fait partie de notre rôle à ramasser des sous, mais ça, il y a toujours une bonne personne dans notre entourage qui peut faire ça. Alors, la personne doit se consacrer à son message, à faire la promotion des idées du parti pour lequel on choisit d'aller. Et laissons le travail à des bénévoles, à des gens de notre entourage, de faire l'organisation. Ça, c'est notre défaut des femmes. On veut tout contrôler. Contrôler et savoir déléguer. Exactement, exactement. Très bien. Nous allons faire une petite pause et on revient tout de suite. Merci. On est de retour dans Femmes et pouvoir avec Carole Poirier. Alors, Carole Poirier, tout à l'heure, on parlait des stratégies, comment est-ce que qu'est-ce que les femmes devraient mettre en place justement pour accéder à ces instants de décision. Je sais que vous êtes dans une démarche vraiment collaborative, comment amener un grand maximum à intégrer cette vision-là et à avancer. Est-ce que vous avez identifié quelque chose d'un peu plus particulier que vous souhaiteriez que les femmes prennent en compte? Justement, tout à l'heure, vous avez dit il faut qu'elles arrêtent d'avoir peur de tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez identifié? Bien, écoutez, je pense qu'il faut plusieurs mouvements, plusieurs initiatives. Les femmes ne sont pas qu'à un seul endroit. Les femmes d'affaires sont dans le milieu des affaires, les femmes du monde communautaire sont dans le monde communautaire, et il y a des femmes qui sont dans d'autres sphères économiques ou sociales qui ne sont pas nécessairement dans des regroupements. Et je parlais beaucoup de réseautage. Tout à fait. Je pense que le réseautage est la clé, est une clé importante, mais de savoir si nous sommes une personnalité qui aura finalement un aura en politique. Parce qu'il faut être rassembleuse. Il faut avoir cet esprit rassembleur, cet esprit du collectif, comme je dis souvent, pour avoir cette personnalité qui va faire que les gens vont voter pour vous. Alors, parce que finalement, le résultat, c'est que le citoyen vous reconnaisse comme une leader, vous reconnaisse comme une personne à qui j'ai le goût de faire confiance. Parce que quand je fais mon X à côté du nom d'une personne, c'est que je vais lui faire confiance pour les 4 prochaines années. Alors, comment donner cette confiance? Moi, je pense qu'il y a des écoles de formation, il y a du support de donner aux femmes, mais il faut ce réseau qui soutiennent les femmes. Et je pense qu'il faut investir de plus en plus là-dedans. Il y a eu toutes sortes d'initiatives qui ont été menées, une par Isabelle Hudon, par exemple, qui a été une école de formation, qui a réuni une vingtaine de femmes. Ils ont fait des tournées dans différentes régions du Québec, à rencontrer des personnalités politiques, à discuter. Et moi, j'ai participé à une d'entre elles à Drummondville, par exemple, avec des jeunes femmes de Drummondville qui, pour beaucoup, c'est plus la curiosité. Et déjà, ça, c'est extraordinaire, à dire, mais moi, j'aurais peut-être le goût, mais je ne sais pas si je vais être assez bonne, puis je ne sais pas, puis je ne sais pas, puis je ne sais pas. Mais il faut aller au-delà, il faut aller tester les « je ne sais pas », finalement, pour finalement s'apercevoir que finalement, je peux. Une femme politique, un homme politique, c'est quelqu'un de bien ordinaire, c'est quelqu'un qui a vécu des choses avant et qui, dans sa réflexion, son cheminement, a finalement pris la décision, à un moment donné, de se mettre au service public. Parce que c'est du service public que l'on fait. Et ça, on n'est pas dans
moi, je dis toujours, attention aux carriéristes en politique. Oui, il y a des chefs de parti, on leur laisse, mais le reste des députés qui sont là doivent être très, très dévoués à la cause parce que ce sont les citoyens. Moi, je dis toujours, moi, ma première tâche, c'est d'être députée. Moi, je suis députée d'une circonscription. Ma légitimité d'être assise à l'Assemblée nationale, je la dois aux gens d'Hochelaga-Maisonneuve. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez des quotas, par exemple, en milieu politique pour les femmes? Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis de celle qui n'est pas d'accord. Moi, je ne veux pas faire partie d'un quota. Je ne veux pas faire partie d'une obligation qu'on se donne de me reconnaître. Je veux plutôt travailler à... Il y a des règles, il y a d'autres règles qu'on peut changer. Vous savez que si demain matin, on décidait de vouloir la parité 50-50 à l'Assemblée nationale, il faudrait qu'il y ait 30 députés hommes qui renoncent à leur siège. Est-ce que vous pensez que ça va arriver? Non. Non, je ne crois pas. Mais alors, il faut... Personnellement, moi, je suis pour le quota, mais bon... D'accord. Mais ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas un système politique qui va dire à 30 hommes élus, élus légitimement, laissez votre siège à une femme. Voyons, ça n'arrivera pas. Alors, il faut prendre d'autres moyens. Il y a une belle dynamique actuellement à l'Assemblée nationale. Les partis ont pris des engagements. Est-ce qu'ils les respecteront? On verra. Mais il y a une belle dynamique de dire on va aller vers la parité dans nos candidatures. Mais la plus belle dynamique qu'on pourrait avoir, c'est de changer de système politique et d'aller avec le scrutin proportionnel. Parce qu'avec le scrutin proportionnel, tu n'as pas le choix. C'est un homme, une femme, un homme, une femme sur la liste. Et là, tu t'assures d'une parité en tant que telle. Et on le voit dans les pays africains, par exemple, il y a des pays où il y a même plus de femmes que d'hommes présentement. Oui, tout à fait. Alors, si on prend le cas du Rwanda. Le Rwanda, exactement. Je pense que le Sénégal aussi a dépassé la parité. Alors moi, je pense que le changement ne se fera pas dans le modèle actuel. Le changement va se faire dans le changement de mode de scrutin et le scrutin proportionnel tel que nous, le Parti québécois, on le propose. La Coalition Avenir Québec le propose. Québec solidaire le propose. Nous sommes une coalition présentement des 3 partis de l'opposition et nous avons pris l'engagement que si on était au pouvoir après le 1er octobre, nous allons installer le scrutin proportionnel. Le seul parti qui s'y est pas engagé, c'est le Parti libéral qui est actuellement au pouvoir. Et on comprend bien que pour lui, il y aurait des arbitrages pas mal plus difficiles à faire. Alors, mais nous, on a pris l'engagement de mettre le scrutin proportionnel parce qu'on y croit à la parité. On y croit sincèrement. Et ça va être un ajout à notre société. Très bien. Est-ce qu'en plus de la parité, vous avez, au niveau des partis politiques, la question de la diversité aussi? Parce qu'on parle beaucoup de parité. Je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Mais qu'en est-il de la diversité aussi? Ça, c'est un vrai enjeu. Ça, la parité est un enjeu, mais la diversité est un enjeu. Puis moi, je dirais la diversité sur beaucoup plus large que juste la diversité de minorités visibles. Ethnique, nous avons un défi de société, tant au niveau des gens qui vont se présenter comme candidats, mais au niveau de l'appareil gouvernemental. L'appareil gouvernemental n'est pas du tout représentatif de la composition de la population québécoise présentement. Je regarde à Hydro-Québec, où il y a plus de 20 000 employés, il y a 300 personnes de minorités visibles. C'est complètement ridicule. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est la même chose à la SAC, la Société des alcools du Québec. C'est moins de 200 personnes. Ouais. Alors, il y a là une dynamique qu'il faut changer. Moi, j'ai déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale pour changer ça. J'ai aussi demandé que dans les conseils d'administration, qui sont de la responsabilité de l'État, que tous les conseils d'administration soient dorénavant avec une proportion de diversité. Le premier ministre Charest, c'est pas mon meilleur ami, mais il l'avait fait pour la parité. Il a obligé tous les conseils d'administration des organismes de l'État à devenir paritaires, à faire en sorte que les hommes et les femmes soient 50-50. Mais moi, je pense qu'on est rendu à l'étape numéro 2. Il faut que la diversité s'installe dans nous. Il faut... À l'époque, on disait toujours on n'en trouve pas de femmes. Mais là, on va dire on ne pourra pas dire on ne trouve pas de diversité. La diversité est riche au Québec. On a des gens avec des études extraordinaires, des curriculums vitae absolument riches. Il n'y a pas de raison de ne pas inclure la diversité dans l'appareil de l'État, au niveau des nominations en tant que telles. Et donc, l'étape suivante,
ben, c'est au niveau d'être des élus. Et moi, je suis très fière, je suis très fière. Encore hier, j'avais, à mon investiture dans Hochelaga-Maisonneuve, je voyais plusieurs candidats au Parti québécois de la diversité. Et je suis très fière de ça. Vous savez que le premier député élu noir à l'Assemblée nationale, Jean-Alfred, était un membre du Parti québécois. Le premier. Très bien. En tout cas, on l'espère que ça va continuer dans ce sens-là. On ne peut pas avoir une Assemblée nationale non représentative de sa société. De la population. Est-ce que vous avez une phrase ou une devise, quelque chose qui pour vous illustre soit vos engagements ou le pouvoir et ou la féminité? Ah, là, vous me prenez un peu au dépourvu. Ben, passez à l'autre question, je vais réfléchir pendant ce temps-là. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Ah, mon Dieu. Je vous pose que des questions qui sont un peu mais compliquées. ça, je trouve ça... Ah, mon Dieu, il y aurait tellement de choses, il faut que j'en choisisse juste une. Juste une. Écoutez, je vais vous dire, moi, je pense que la paix est tellement nécessaire. Moi, j'arrêterais toutes les usines où on fabrique des armes. Des armes. Parce que tant qu'on fabrique des armes, il y a des gens qui vont vouloir s'en servir. Tout à fait. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? C'est sûr que je serais un chien. Et pourquoi? Je suis fidèle. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé d'emmener une photo, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir ou la féminité. À quoi avez-vous pensé? Bien, écoutez, j'ai perdu ma maman il y a quelques jours et elle était un modèle extraordinaire. C'est une femme engagée dans son milieu. Merci beaucoup. C'est une femme engagée dans son milieu. C'est une femme c'est une femme orchestre, c'est pas compliqué, une femme de valeur, une femme exigeante, qui ne faisait pas de compromis pour sa famille, ne faisait pas de compromis non plus sur ses valeurs. C'est une femme qui avait l'indignation très, très haute. Et elle a toujours travaillé auprès des gens démunis du quartier chez nous. Elle a toujours été là. Et encore, elle est décédée il y a quelques jours, et elle a un club de femmes qui travaillent avec elle, qui tricotent. Et ils tricotent des bas, ils tricotent des couvertures, ils tricotent des petits bonnets pour les enfants à l'hôpital, les nouveau-nés, des bas qu'on va porter dans un organisme pour les itinérants. Alors, son action humanitaire, son action généreuse a été pour moi un modèle, mais une inspiration. Puis elle va continuer à m'inspirer. Très bien. Si une petite fille regarde cette émission et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Carole Poirier », vous lui diriez quoi? Je vais lui dire « Lâche pas ». Très bien. Lâche pas. Il ne faut pas lâcher. Et il faut avoir des modèles. Il faut avoir des modèles. Moi, mon modèle dans la vie a été Louise Arel, une femme extraordinaire, une femme qui a été en politique pendant 27 ans. Qui s'est battue pour l'équité salariale. Qui m'a parlé d'elle aussi. Et alors, moi, j'étais à ses côtés, j'étais sa chef de cabinet, j'ai travaillé avec Louise pendant 15 ans. Alors, on s'est côtoyés tous les jours. Et je me rappelle très bien lorsqu'on a fait la loi sur l'équité salariale. La loi de l'équité salariale québécoise est la loi la plus audacieuse dans le monde. On a été plus loin que tout le monde. Et ça, pour moi, ça a été aussi un moment de réalisation qu'on peut faire mieux. Et Louise a toujours été ce modèle de femme qui me poussait toujours un peu plus loin. Et hier, elle était à mes côtés pour l'investiture et j'étais très contente. Très bien. Alors, la phrase qui m'inspire, je dirais, je ne me rappelle pas toute la phrase, mais ça dit faut toujours aller plus loin parce que plus loin, il y a quelque chose de différent. Très bien. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup, Carole. Merci à toi. Nous arrivons à la fin de notre émission. Donc, en un mot, est-ce que tu peux me rappeler pour Carole Poirier la signification du mot pouvoir? Un mot, un synonyme. Pour moi, le pouvoir, c'est le collectif. Très bien. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, à aller sur notre page LinkedIn, Twitter, mais surtout à aller nous regarder, à nous soutenir en allant sur YouTube et en vous abonnant à notre chaîne. Je vous dis donc à très bientôt et encore merci beaucoup.